c'est que ça soit assez interactif. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, surtout, vous m'arrêtez plus en parole que dans le chat, parce que c'est vrai que parfois, je vois pas trop, mais n'hésitez pas, hein, moi, j'aime bien que ce soit interactif. Voilà. Donc, je vais partager mon écran. Dites-moi si vous voyez bien ma presse. Yes. Ouais. Ok, trop bien. Et c'est parti. Alors, aujourd'hui, on va donc parler de storytelling et de ce premier tour de table qu'on a commencé à faire. C'est chouette parce que ça montre bien l'univers du storytelling qui est très large et qu'on va commencer un peu à creuser. Alors, forcément, pour Mélanie, il va y avoir beaucoup de choses que tu connaîtras déjà, mais pour les autres, vous allez voir un peu le panorama global. Donc moi, c'est Laureline, je suis la fondatrice de Hero, qui est l'école du storytelling. Et pour vous en dire plus sur mon parcours et pourquoi je parle tout le temps de storytelling, j'ai commencé ma carrière comme éditrice, donc vraiment dans les mots. Je travaillais donc sur manuscrit pour les éditions Gallimard et les éditions du Seuil. Et à travers cette expérience de quelques années, j'ai vraiment appris tout ce qui est, alors si on fait en langage startup, optimisation des textes. Et en fait, c'était comment à partir d'un texte brut, on retravaille derrière en tant qu'éditeur pour lui donner une fluidité, pour répondre à une demande de marché, parce qu'il y a quand même cette dynamique en édition, et justement jouer avec les mots pour que ça rythme, pour que ça soit beau. Après, je suis partie au Vietnam et au Canada, et là, j'ai été agente d'artiste. Je représentais 12 talents entre Los Angeles, Montréal et Toronto, et mon travail était finalement assez lié. C'est ce qu'on appelle le personal branding. Donc, je sais qu'ici, il y en a dont le sujet intéresse. Personal branding, c'est comment on utilise le storytelling pour parler de soi. Donc, c'est en fait un marketing de soi. Et avec des artistes, c'était beaucoup justement du media training et du personal branding. Donc, comment je travaillais l'histoire de ces artistes. Et ensuite, j'axais les communications s'ils s'adressaient sur des plateaux télé, à des fans, à des partenaires, pour constamment adapter un discours, mais avoir une certaine authenticité et équilibre dans le storytelling. Après ça, je suis rentrée en France et là, j'ai travaillé pour le groupe média TF1. J'étais en charge de Au Féminin, Marmiton et My Little Paris. Et j'ai travaillé côté marque, ce qui est assez intéressant d'un point de vue storytelling, parce que mon job, c'était en fait d'accompagner des marques dans les lancements produits ou dans des réorientations ou des pivots de marque avec leur storytelling à travers mes médias, mais aussi un message. Donc là, c'est ce qu'on appelle du brand content, comment on adapte un storytelling de marque à une audience, etc. Et donc là, je suis dans ma 3e année chez Hero. Comme l'a dit Florence, on a des formations en podcast, puisque c'est une de nos alumni, mais aussi en copywriting, dont Mélanie, tu parlais, et en storytelling, prise de parole. Et l'idée de cette école, c'est que je travaille avec pas mal de talents qui sont autant journalistes, autrices, auteurs, copywriters, podcasteurs, journalistes radio, etc., qui sont tous experts de leur domaine et qui sont là en fait pour accompagner nos alumni à se raconter, à raconter leur marque, à créer un podcast ou à être plus à l'aise dans leur prise de parole. Voilà pour la présentation et aujourd'hui, je vais parler de storytelling de marque. Donc, je vais vous faire une intro rapide sur le storytelling. Ensuite, on va parler de l'ADN, qui est un peu le premier step quand on veut travailler un storytelling de marque. L'ADN, que ce soit le why, que certains connaissent peut-être, mais aussi l'ADN émotionnel, qui est la partie émergée de l'iceberg la plus importante en storytelling. Après, on va voir la structure et je vous donne ensuite le kit du storyteller. Alors, il était une fois le storytelling et je voulais vous demander, ça veut dire quoi pour vous storytelling? Qu'est-ce que ça représente? Raconter une histoire. Parfait, qui a dit ça? Judith. Oui. Bah, tu vas voir. Oui, les autres, vous voulez rebondir, c'est ça? Non, c'est ça. J'aurais dit l'art de savoir raconter des histoires, mais c'est la même chose. Alors, Mais écoute, c'est moi, parfait. je rajouterais que Ouais. c'est surtout de la narration. Donc, le fait de raconter une narration sous différentes formes. Je tiens juste à ajouter ça parce que, en fait, j'ai parlé avec un spécialiste de la narration, justement,
Donc, je pourrais vous donner aussi ses coordonnées via LinkedIn, qui travaille énormément sur ces sujets-là. Donc, c'est intéressant. Vraiment. Ah, ouais, complètement. Non, je vois qu'il y a aussi Manon, notre alumni. Coucou Manon. Exactement. Alors, la définition exacte, c'est l'art de raconter des histoires. C'est-à-dire que c'est une traduction. Storytelling, c'est un terme anglo-saxon qui a été créé aux États-Unis. Non, le storytelling n'a pas été créé par Steve Jobs, ça a toujours existé. Il y a eu des études très intéressantes qui ont été menées par des scientifiques sur la reprise. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais moi j'adore cette partie neuroscientifique. Comment en fait l'acte de raconter des histoires fidélise des communautés, comment ça permet aussi la survie de l'espèce humaine, parce que oui, on parle de ça. Et en fait, c'est la reprise de Darwin qui a fait toute une étude sur l'évolution de l'espèce. Et en fait, une partie du cerveau de l'homme a des caractéristiques qui permettent ce qu'on appelle le storytelling. C'est tout ce qui est symbolisation et capacité d'abstraction. Je ne rentrerai pas dans ces détails qui sont vraiment neurologiques, mais c'est de là qu'est née l'identité d'Homo narratus. L'homme est un animal de narration. On a besoin de raconter des histoires pour mémoriser, pour se connecter. Et en fait, c'est ce qui permet justement de créer des socles de société et d'être tous reliés ensemble. Je regarde vite les questions s'il n'y a pas... Non, c'est bon, ok. Donc voilà, en fait, le storytelling, c'est donc l'art de raconter des histoires. C'est utilisé pour asseoir une forme de légitimité, de crédibilité, mais aussi de mémorisation. Ça, c'est important. C'est grâce au récit, à la narration, qu'on se souvient de choses et qu'on permet de perpétuer une forme de mémoire de génération en génération, mais aussi de personne en personne. Ça, on va rentrer plus côté marque et c'est des chiffres qui sont assez intéressants. Ah, pas de souci, Jean. Donc, 8 secondes, c'est le temps d'attention. On est la société du swipe, ça va très vite. Il semblerait que ça soit encore plus bas aujourd'hui, qu'on arrive sur 7 secondes, c'est-à-dire que pour capter l'attention, aujourd'hui, c'est tout un défi pour les marques. On a, c'est-à-dire une capacité plus petite qu'un poisson rouge, donc il faut justement aller chercher cette capacité pour attirer l'attention et impacter une audience. 77% des marques pourraient disparaître dans une indifférence totale. Ça, c'est aussi dû à la forte concurrence. Aujourd'hui, on le sait, on est noyé par des nouvelles marques, par des nouveaux produits. On a un marché qui est en flux tendu, ce qui fait que beaucoup de marques disparaissent et on s'en souvient même pas, alors qu'avant, il y avait quand même une forme de puissance et d'hégémonie des marques qui est en train de décliner. Et le storytelling, c'est justement ce qui va permettre d'aller créer une forme de mémoire forte pour rester dans l'inconscient collectif. Et enfin, et ça c'est un grand sujet, mais 58% du contenu de marque n'est pas incarné auprès des consommateurs. C'est un grand débat parce qu'on a eu une partie du storytelling, on parlait beaucoup d'incarnation, beaucoup par des fondateurs, maintenant même des salariés. Et en fait, c'est important pour les audiences d'avoir une forme d'incarnation du discours. Mais aujourd'hui, on y revient aussi un peu. C'est-à-dire que de moins en moins de marques sont confiantes dans l'incarnation par un fondateur ou un salarié. En revanche, on a besoin d'incarnation, parfois par des externes. En tout cas, il faut qu'on puisse habiter son discours. Je regarde vite en même temps le chat. Je te tiens. Non, c'est bon, ok. Ah, génial, merci. Trop bien. Alors ça, c'est mon cimetière de marque. C'est pour vous dire qu'il est assez intéressant parce que quand je donne des cours autant à des adultes qu'en école de journalisme, à des plus jeunes, voire même à des lycéens. Et ce cimetière de marques, c'est dingue de voir à quel point les plus jeunes ne connaissent plus aucune de ces marques. C'est pour vous dire que ça va vite parce que moi, personnellement, il y a plein de ces marques où j'ai en partie grandi avec, je les ai vues naître et effectivement disparaître. Et là, la semaine dernière, école de journalisme, ils avaient 22 ans. Et il me disait qu'il n'en connaissait plus aucune. Et je me suis dit, ça va vite, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on oublie de plus en plus vite. Les marques naissent et disparaissent très vite. Et pourtant, 20 ans, c'était quand même le L de l'époque. Ça a été quand même 15 ans où ils avaient la première place du marché des médias. Aujourd'hui,
beaucoup ne connaissent plus du tout. Donc, c'est pour vous dire, tout va vite et que ce cimetière s'étoffe de jour en jour. Mais voilà, on n'a pas envie d'en faire partie. Donc, le storytelling va activer 3 leviers principaux qui vont répondre aux problématiques que j'ai soulevées. Ça engage, ça fédère et ça inspire. Et en tant que marque, c'est pour ça que de plus en plus d'entreprises se lancent dans le développement de storytelling, parce que sans storytelling, une marque a du mal aujourd'hui à aller capter l'attention, à fidéliser son audience. Et c'est justement tout l'enjeu de cette mise en récit, de ces techniques de storytelling pour aller chercher son audience et la maintenir avec soi le plus longtemps possible. Alors, les grandes catégories du storytelling, sans passer en sous-catégories, mais c'est pour vous montrer, c'est ce qu'on se disait en démarrage, en début de tour de table, ça va toucher à plusieurs secteurs. Aujourd'hui, on travaille beaucoup le storytelling sur du storytelling évidemment de marque. Donc, si on prend Apple, Apple c'est la marque, un storytelling a été créé autour de cette marque Apple. Mais quand ils lancent, par exemple, leur dernier iPhone, on va aussi avoir un storytelling produit. C'est-à-dire que sur chaque lancement de produit, des campagnes vont être menées et on va créer un storytelling qui va être beaucoup plus relié au produit, bien qu'évidemment, ça doit se conjuguer avec tout l'ADN du storytelling de marque. Personal branding, eh bien là, ça serait Steve Jobs. C'est un incarnant qui parle en son nom à la première personne. Et aujourd'hui, le personal branding est en train de prendre une place immense parce que même en tant qu'individu, quand on cherche un job ou simplement quand on veut aller chercher des fonds, si on a une start-up ou autre, le personal branding est aussi un accélérateur et de plus en plus, c'est demandé. Nous, on travaille beaucoup, vous la connaissez peut-être avec Nina Ramen, qui est spécialiste sur LinkedIn, et elle explique justement à quel point ça rapporte aussi du business, des clients, de la visibilité, mais de la crédibilité en tant qu'experte ou experte d'un sujet. Et enfin, il y a le storytelling artistique. Bon, bah ça, c'est Netflix, Pixar, quand vous allez au théâtre, ça a toujours existé, même dans la préhistoire, avant la création du langage, ils peignaient, c'était une forme de storytelling, donc une mise en récit par la peinture, par l'oralité, par des histoires, et ça, on est baigné dedans tous les jours depuis qu'on est petit, et c'est pour ça qu'on est des homo narratus, on a besoin d'entendre des histoires, mais aussi d'en raconter. Est-ce que tout est clair? Vous me coupez si... Ouais, ok. J'ai une petite question. Ah oui, ouais. Hop. Par rapport à ce diapo-là. Alors, pour poser un peu le contexte, donc moi, en fait, actuellement, donc je recherche un poste en entreprise dans les applications mobiles, donc de l'éducation, le divertissement et les jeux. Voilà, par choix, j'ai laissé la santé de côté. Ouais. Et ma question, c'est dans le cadre donc, du domaine des applications mobiles, justement, comment se positionne le storytelling? Alors, tu as par exemple Ah bah en plus, je crois que je le mets juste après. Mais j'ai un exemple. Moi, application, j'adore parler de Headspace parce qu'aujourd'hui, c'est un des acteurs les plus étudiés en storytelling. Donc, Headspace, c'est une application de méditation. Nous, on a l'équivalent qui s'appelle Petit Bambou en France. Donc voilà, c'est une application assez simple d'usage. Tu as plein de formats de méditation, etc. Et ils ont clairement pulvérisé le secteur des applications méditatives grâce au storytelling. Eux, ils ont créé justement une campagne de storytelling à 360, c'est-à-dire qu'ils ont activé les 4 leviers. En vrai, quand on lance une marque, bon, ça va demander du temps ou du budget selon... mais pouvoir activer les 4 leviers, c'est ce qu'il y a de plus stratégique dans un lancement produit. En gros, ça a été porté, je vous montrerai après, par le fondateur qui s'appelle Andy Puddicombe et qui a le storytelling idéal pour incarner la marque. Donc, il a activé le personal branding. Sur chaque lancement de nouveaux programmes méditatifs, ils vont faire appel à justement une agence de storytelling pour créer un storytelling produit de lancement, pour un peu créer un univers autour du nouveau programme et aller tracter des nouvelles acquisitions. Et le storytelling de marque, il est extrêmement fort parce que même les salariés sont devenus ambassadeurs et storytellers d'Headspace, ce qui fait qu'en fait, ils parlent sur LinkedIn, ils vont parler dans des newsletters de l'application. Et en fait, tu peux complètement activer ces 4 leviers. Et j'ai même mis artistique parce qu'ils ont développé un partenariat avec Netflix
qui a cartonné, où ils ont créé un format visuel de méditation en ligne, Headspace, avec des jeux de voix et de mise en situation. Et en fait, c'était évidemment du brain content. Mais c'est pour te dire que, selon moi, pour n'importe quel produit, application, brosse à dents, service, le storytelling, tu peux toujours l'activer. Après, ça va être de comprendre qui est ta cible, comment tu peux aller la chercher. Et pour moi, application mobile, ça s'y prête complètement. Et en général, ce que je fais quand on accompagne des marques, donc par exemple, toi, si c'est une application pédagogique ou autre, c'est d'aller voir beaucoup ce qui se fait chez des concurrents et de commencer à chercher quel est leur positionnement, quel est leur tone of voice, quel est leur storytelling, et de commencer toi à créer le tien, bien évidemment aligné avec l'ADN de marque et tes valeurs. Mais Headspace, je pense que pour toi, ce sera un exemple parfait d'application mobile qui a eu son succès grâce au storytelling. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, je vous fais juste une parenthèse éthique. C'est mon nouveau sujet que je trouve assez important. Là, les leviers qu'on va voir en storytelling, et si vous vous spécialisez dans ce domaine, le storytelling, c'est un levier qui est extrêmement puissant. Ça a toujours été utilisé dans la politique, dans évidemment le marketing, la communication. Mais on peut en faire ce qu'on veut. Donc ça, ce sont des leviers à utiliser, mais de plus en plus, on demande aux marques, on demande de se responsabiliser en termes de communication, parce qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec du storytelling, et l'idée, c'est quand même d'avoir une éthique sur le sujet. Et je vais vous faire un jeu. Vous allez voir deux storytelling utilisés, à gauche Patagonia, à droite H&M. Les deux ont utilisé les mêmes leviers, même d'un point de vue graphique, même utilisation de couleurs, même utilisation d'environnement, même typo quasiment. Et les deux, c'est pour vendre des vêtements dits éthiques. À gauche, Patagonia, ils ont fait tout leur ADN sur le sujet. Aujourd'hui, ils sont un des acteurs quand même principaux en termes de vêtements outdoor éthiques. À droite, H&M, le procès vient de tomber. Ils vont devoir payer une énorme amende. Et de plus en plus, aujourd'hui, les marques commencent à être arrêtées en tout cas, la justice commence à mettre son nez dedans parce que le storytelling est extrêmement puissant et qu'en fait, on ne peut pas faire de publicité mensongère ou amener son public dans une direction que nous-mêmes, nous ne sommes pas. Et ça, je vous montrerai après, ça va jouer avec l'alignement de marque. Quand on crée un storytelling, on ne va pas sur un sujet qui n'est pas le sien. Si ces sujets vous intéressent, on pourra en reparler dans une autre masterclass ou autre, mais la storytelling éthique aujourd'hui est de plus en plus suivie. Il y a l'ADEME qui a pris sous le bras ce sujet, et là on commence à avoir de plus en plus de procès de marque, et surtout ça crée la confiance avec votre audience, qui est en fait le socle d'un storytelling à succès pour une marque, est brisée. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'un storytelling, vous allez le construire sur du long terme, et c'est comme ça qu'on n'atterrit pas dans les cimetières de marque. Donc, toujours penser au démarrage, soyez alignés avec vos valeurs. On verra après, c'est le fameux why. Et même à titre personnel, voilà, c'est choquant, mais c'est la réalité. De plus en plus de spécialistes de storytelling s'intéressent aussi au storytelling politique. Qu'est-ce qu'on fait d'une utilisation de storytelling, mais à des fins complètement différentes? Ça crée des changements sociaux qui sont magnifiques et qui permettent justement d'améliorer la société, comme Martin Luther King, ou à gauche, ça crée des dictatures terribles. Et les deux, en fait, sont actuellement analysés parce que dans la mise en récit, dans l'utilisation du storytelling, ce sont les mêmes leviers, mais c'est pour vous dire la puissance de frappe du storytelling et la mise en... Il faut faire attention, la responsabilité en tant que marque ou individu. On ne peut pas faire n'importe quoi avec du storytelling. Voilà, c'est ma petite parenthèse. Parce que je vois de plus en plus de marques qui se désalignent avec leurs valeurs, et je rappelle que c'est important d'être aligné, et en plus, c'est plus fonctionnel quand on est aligné avec notre message de fond. Alors, c'est parti pour les émotions. L'ADN d'un bon storytelling, comme je vous le dis, c'est ce qui va créer justement l'alignement de marque ou de personal branding si vous voulez lancer votre propre storytelling. C'est se poser la question du démarrage, du pourquoi.
Le récit idéal doit être habité avant d'être raconté. Le why, c'est le fameux concept qui a été théorisé par Simon Sinek. Ça existait avant lui, c'est plus que Simon Sinek, en fait, a commencé à théoriser la question du why, du golden circle. Est-ce que vous connaissez certains? Ouais, ah, cool. Donc, je vais pas m'arrêter trop longtemps dessus. J'ai vu pas mal de oui. Non, pas du tout. Ah, pardon. Ok, bah, pas de souci. De toute façon, cette presse, je l'enverrai à Déby. J'ai mis que des liens cliquables, hein. Donc ici, top. ouais, j'ai mis à chaque fois des. Merci. Je vais en parler un peu quand même, mais je t'invite à regarder cette vidéo. C'est son TEDx qu'il avait fait. Donc ça remonte maintenant, je sais plus quelle année c'était. Et il explique vraiment bien sa théorie et pourquoi aujourd'hui, en tant que marque, en fait, le why, qui est le milieu de son golden circle, est en fait le socle et la partie la plus importante d'une marque, parce que c'est ce qui va permettre de créer un storytelling de long terme et c'est ce qui va permettre de fidéliser ton audience pendant ad vitam aeternam si tu fais quelque chose de bien. Et justement, le golden circle, c'est que tu vois le what, c'est qu'est-ce que c'est. Donc, si par exemple, je te prends un téléphone, voilà, c'est un iPhone, par exemple, ou un téléphone, parce qu'il a beaucoup analysé sur Apple. Le how, c'est ce que beaucoup, le marketing, c'est ça, alors que c'est pas vraiment ça le storytelling. C'est un peu toutes les fonctionnalités, qu'est-ce qui fait que c'est un bon produit plus qu'un autre, alors qu'en réalité, ton public cible ne va pas s'arrêter là-dessus. Le public va s'arrêter sur le why, qui est en fait ta raison d'être en tant que marque. Et même en personal branding, aujourd'hui, on te demande de plus en plus de t'arrêter sur le why, ta raison d'être, tes valeurs, qui en fait sont ton socle, une ADN qui normalement ne doit pas changer sur le long terme et qui va permettre d'aller broder un discours sur tous les réseaux, n'importe où, qui sera toujours en fait conjugué et qui sera aligné avec toi. Donc voilà, le why, c'est vraiment votre première étape. Elle est cruciale, elle est souvent oubliée par les marques. Et la difficulté, c'est quand nous, on va accompagner des marques qui ont déjà une certaine maturité sur le marché, qui ont du mal à travailler avec leur audience. Et souvent, en fait, c'est des marques qui ne se sont jamais posées sur le why. Et en fait, c'est compliqué de créer un why une fois que le produit est déjà lancé. Du coup, c'est un travail de rétropédalage, mais qui est possible. Mais si vous vous lancez dans un nouveau projet, c'est votre première étape. Et pour ça, il y a pas mal d'exercices qui aident, notamment pour des produits. C'est un peu des portraits chinois, on appelle ça le swag doc. Et c'est ce qui permet un peu de trouver un peu votre matière, la raison d'être. Et ensuite, pour l'exercice de style, ça va donner lieu à un manifesto. Vous devez en voir. Il y a beaucoup de manifestos de marque et en fait, qui sont la transparence de cette raison d'être d'entreprise. Et ensuite, les émotions. Donc ça, c'est pour vous expliquer qu'est-ce qui va différencier le fonctionnel de l'émotionnel. Typiquement, le fonctionnel, ce sont les critères de préférence d'une marque d'un point de vue purement rationnel. Donc, si on reprend l'exemple du téléphone, ça va être les fonctionnalités du téléphone, combien de gigas, les capacités de l'appareil photo, etc. L'émotionnel, c'est ce que, en fait, on va faire ressentir grâce à la marque. Et c'est là que le storytelling agit. C'est pas sur le fonctionnel, c'est sur l'émotionnel et c'est ce qui va créer justement une relation privilégiée avec son audience et de la capter et de la fidéliser. Donc ça, c'est la roue de Berkeley. Alors, c'est une roue qui est en cours de développement actuellement, donc elle va être encore étoffée. Sont des chercheurs donc, de l'université de Berkeley qui ont commencé à analyser le spectre émotionnel qui constitue l'être humain. Donc, vous voyez, c'est pas encore terminé, mais c'est intéressant de voir la complexité de l'humain d'un point de vue émotionnel. On est plein d'émotions. Et vous, en tant que storyteller, ce que vous voulez, c'est aller provoquer, aller chercher des émotions chez votre audience, parce que c'est de cette manière-là qu'on se connecte. On se souvient davantage... Oui. Ah, pardon, j'ai cru entendre... on se souvient davantage d'une histoire que d'un produit. On se souvient de comment on s'est ressenti. L'émotion, c'est vraiment notre fibre la plus importante en tant qu'humain dans nos relations. Et du coup, forcément, en storytelling, c'est ça qu'on veut aller chercher. Alors, pour aller plus simplement, des agences de pub avaient commencé en fait à créer 3 grandes familles émotionnelles pour simplifier le travail.
Et en fait, c'est ce qui permet d'aller un peu trouver une ADN émotionnelle de marque. Donc, les 3 grandes familles, c'est les tripes, l'humour et les cordes sensibles. Pour vous donner des exemples concrets, les tripes, c'est un peu toutes les émotions qui vont être générées par la colère, la révolte, l'envie de tout changer. Et la marque la plus réputée sur les tripes, c'est Nike. Donc, si vous avez déjà vu des publicités de Nike, vous en sortez toujours avec un flot d'énergie énorme parce que, par exemple, il y avait cette publicité que vous avez peut-être vue sur des petites filles qui disent plus tard, je voudrais être astronaute, championne olympique. Et on leur dit, ben non, parce que tu es une fille. Et juste après, ils ont sectionné la pub avec une deuxième étape. Et là, on voit Serena Williams, une grande astronaute, etc., et qui dit « Yes, you can do it ». Et c'est un message très politique de la chance pour toutes. Et derrière ça, il y a vraiment une musique très forte. Et le texte génère les tripes parce que c'est un texte de justice, un texte de tout est possible et on va tout changer. Donc, les tripes, c'est clivant. Il faut le savoir parce que c'est des messages qui génèrent des émotions fortes. En revanche, c'est extrêmement activable d'un point de vue justement mise en action. C'est que les tripes, c'est souvent aussi ce qui permet d'aller générer une prise de décision, une mise en action. Donc voilà, on peut perdre une partie de l'audience, mais celle qu'on fédère, elle est vraiment avec nous. L'humour, c'est la famille, selon moi, la plus puissante, mais pas toujours évidente à mettre en place. Si on n'a pas la fibre humoristique, je dis toujours de ne surtout pas y aller. Il y a des marques qui ont fait des bad buzz avec ça. Mais quand on est bon, quand on a cet équilibre et cette justesse humoristique, l'humour permet vraiment de fédérer. C'est-à-dire que tout le monde se retrouve autour de l'humour. On peut vraiment... donc, c'est Burger King, évidemment, elle est plus connue sur l'ADN humoristique. C'est-à-dire que même en période Covid, où toutes les agences de pub disaient on part sur les cordes sensibles pour pas faire de vagues, eux, ils sont restés sur l'humour et ça a fonctionné, mais parce que c'est leur ADN, parce qu'ils font ça bien. Et c'était la fameuse pub où ils décoraient tous les Burger King en déco de Noël en plein mois de juillet en disant on a eu une année horrible en 2020. Du coup, à partir du 2 août, on sera en 2021, on fait Noël maintenant et c'est fini. Ça avait fait rire parce qu'en fait, ça permet de prendre aussi des situations parfois complexes avec légèreté. Ça permet de créer un lien direct, presque d'amitié avec son audience parce que le rire, voilà, c'est universel et ça fonctionne. Et enfin, les cordes sensibles. Les cordes sensibles, c'est la famille la plus utilisée en publicité parce qu'elle ne fait pas de vagues, parce qu'elle permet d'aller toucher un large public. Et alors là, il y a 1000 exemples, mais c'est par exemple les pubs Nutella, où vous voyez les familles au petit déjeuner et c'est tout le monde est content de partager un petit déj ensemble. C'est Bouygues et la fameuse pub Ensemble du Covid, justement. Ça peut être aussi Intermarché, qui fait beaucoup de cordes sensibles. Intermarché, ils sont intéressants en storytelling, je vous les recommande d'aller voir un peu leur publicité pour comprendre le fonctionnement du storytelling derrière. Donc voilà, c'est la joie, c'est la tristesse, mais modérée, enfin c'est très lisse. Il faut y aller si on veut une utilisation qui soit pas clivante et qui soit assez fonctionnelle. Et puis, c'est aussi selon votre audience. Il y a des personas qui sont vachement plus adaptés aux cordes sensibles qu'aux tripes ou à l'humour. Et pour vous illustrer, je vous montrerai après tout ça, je vous ai mis des vidéos, vous pourrez cliquer. C'est des discours qui sont très empreints d'une grande famille et qui vont vous permettre de comprendre le fonctionnement de ces 3 groupes. Enfin, le mix émotionnel. C'est parce que si vous allez encore plus loin dans le storytelling, ça avait été créé en fait dans les discours politiques. Sachez qu'en storytelling, on s'appuie beaucoup des discours politiques parce que, évidemment, d'un point de vue stylistique, ils sont vraiment très bien pensés, stratégiques et le copywriting est souvent très bon. Et justement, les discours politiques sont toujours faits sur un mix émotionnel et c'est aujourd'hui ce qu'on fait aussi en storytelling. C'est quand vous choisissez votre grande famille émotionnelle de marque, il faut ensuite aller chercher une famille secondaire pour pas alourdir votre discours. Si demain, vous faites une publicité ou un storytelling qui est uniquement sur les tripes, vous allez fatiguer votre audience et au bout d'un moment, vous risquez d'en perdre une partie. Alors que si vous partez sur cordes sensibles à 100%, vous risquez aussi de l'ennuyer parce qu'il n'y a pas de relief et parce qu'il faut aussi aller chercher un peu de piquant. Du coup, il faut aller jouer sur au moins 2 grandes familles.
par exemple, dans les politiques français, il y a toujours en majeur la grande famille, c'est les cordes sensibles, justement parce qu'on veut pas être trop, on veut pas faire trop de vagues. Mais en secondaire, c'est les tripes parce qu'on veut fédérer un mouvement, parce qu'on a envie de dire et maintenant on en a marre, ensemble on va créer un monde meilleur. C'est pas toujours le cas. Mais du coup, il y a toujours ces deux familles, alors qu'aux États-Unis, qui est différent, ils ont également les cordes sensibles, mais leur deuxième famille, c'est l'humour. Si je regardais beaucoup les discours, notamment d'Obama, et même d'ailleurs au Canada de Justin Trudeau pour avoir un équivalent en francophonie, vous verrez que la touche sous-jacente des cordes sensibles, c'est l'humour. Voilà, donc c'est pour vous montrer qu'il y a toujours un mix qui va se créer et à vous d'aller chercher quel est le mix qui correspond le plus à votre marque et aussi le mix avec lequel vous allez être le plus à l'aise. Voilà. Alors, je ne vais pas vous les passer, mais toutes ces vidéos sont cliquables. Et c'est aussi pour vous donner un exemple. Moi, je vous ai plus parlé de marque, mais en personal branding, je vous invite à regarder ces 3 vidéos. Donc là, Joaquin Phoenix, un discours qui a été assez réputé sur tout ce qui est cordes sensibles. Louvi, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une activiste américaine qui est aujourd'hui speaker, pardon, et qui est très réputée justement sur l'utilisation des tripes. Et c'est intéressant pour vous parce que vous verrez qu'elle a choisi en mineur l'humour et qu'en fait, ça offre une tension émotionnelle en cloche, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans les tripes parce qu'elle est dans la justice sociale, elle veut changer les choses d'un point de vue structurel, mais régulièrement, elle intègre de l'humour, des blagues, du décalage pour faire respirer le public, pour retrouver le public, le fédérer avant de repartir sur les tripes. Et enfin, l'humour, c'est évidemment Michael Jr., qui est un speaker très reconnu et qui est extrêmement fort sur l'utilisation de l'humour de manière équilibrée, juste, pas lourde. Et lui, il alterne humour et cordes sensibles. Voilà pour l'exemple des émotions. S'il n'y a pas de questions, tout va bien? Non, ok, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Alors, ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Vous voulez lancer la vidéo à vous? J'ai mis la vidéo. Alors, hop, ok. Alors, ensuite, la structure. Est-ce que tout est clair pour le moment sur les émotions, le why? Ouais, oui, super, ok. Alors, ça, c'est mon outil. D'ailleurs, je pense que Manon et Florence, quand on fait podcast, Guilain vous l'avez montré, c'est la Story Clock. En fait, c'est un outil aujourd'hui de plus en plus universel qu'on utilise autant donc voilà, par exemple, le podcast, les podcasteurs l'utilisent pour justement organiser leurs histoires, leurs sons, etc. Mais c'est aussi un outil qui a été utilisé beaucoup sur les TEDx, comment en fait on crée un storytelling, un pitch. Par exemple, si c'est 2 minutes, comment on va créer l'accroche, l'arrivée du héros, parce que je vais vous montrer après la structure, les obstacles, les difficultés, la solution et la chute. Et en fait, tout ça est millimétré et permet en fait de commencer à structurer une histoire grâce à cette story clock et à avoir une forme d'harmonie dans les parties, parce que vous allez le voir, un storytelling va souvent se calquer sur des typologies de récits qui sont assez réputées, notamment qui viennent des contes et que vous retrouverez effectivement dans des TEDx, mais aussi dans des histoires de marque. Et moi, c'est un outil que j'adore utiliser quand je dois créer un storytelling assez impactant. Ça, c'est notre structure que vous devez connaître parce que, a priori, tout le monde a déjà vu ou a déjà lu des contes quand il était petit. La particularité du conte, c'est qu'aujourd'hui, c'est très empreint de nos storytelling de marque. Et je le dis souvent, si Harry Potter rencontrait dès la première page Voldemort, tuer Voldemort, que la justice était faite et que Poudlard était sauvé, eh ben, on n'aurait jamais eu cette saga immense qui a connu un succès. Pixar a aussi lancé une étude sur ses utilisateurs et ils ont découvert qu'en fait, très peu des utilisateurs se souvenaient des fins de films, mais en fait, ils se souvenaient des obstacles et des échecs vécus par le héros.
Et c'est là, en fait, qu'on capte toute l'importance du storytelling. C'est qu'en fait, on ne veut pas un parcours qui soit tout de suite super. On veut des difficultés, on veut des détournements, on veut en fait de l'affront. Et c'est justement avec cette figure d'opposition qu'on crée un storytelling et une tension narrative. Par exemple, si on reprend aussi le conte, les contes de Disney qui sont un peu plus classiques, si le prince rencontre la princesse, ils se marient, ils ont des enfants, il n'y a pas d'histoire. Donc, toujours penser storytelling, trouver une figure d'opposition, trouver voilà, une force d'opposition à votre discours. La structure classique, si certains s'intéressent à la question, je vous enverrai des références de livres. Alors, c'est théorique, mais c'est très intéressant. C'est justement sur ces structures du conte qui, aujourd'hui, ont absorbé toute une partie du storytelling. C'est un chercheur russe qui l'a créé. Il y a le contexte. Il était une fois. Si vous êtes sur du public speaking, c'est votre headline. Si vous êtes sur du storytelling de marque, c'est un peu le démarrage d'une histoire. Tout de suite, on doit comprendre votre empreinte, votre tone of voice, et rapidement, il faut qu'on comprenne un peu dans quel ADN émotionnel on va se trouver. Naissance du héros ou de l'héroïne, oui, parce que tout storytelling est incarné, et c'est important justement de penser à qui va incarner l'histoire, quelles vont être ses caractéristiques d'après le persona, parce qu'évidemment, on répond toujours à un persona. Et la naissance du héros, c'est le moment assez stratégique où on le met en route et il va commencer son histoire. Élément perturbateur, c'est là qu'on capte l'attention de son audience. Rien ne va se passer comme prévu. Vous avez dû voir passer sur LinkedIn toute une panel d'entrepreneurs qui ont eu 1000 échecs et rebondissements. C'est devenu un peu cliché, il faut le faire quand même avec justesse. En tout cas, on n'est plus sur une structure de tout est lisse, tout se passe super bien, j'ai eu que des succès. Aujourd'hui, on veut voir un peu l'arrière du décor, on veut voir de l'humanité. Comprendre les enjeux, essais, échecs, solutions et la chute. La chute qui doit être vraiment bien travaillée autant que la headline. Et dans la chute, on en tire une moralité. Même en tant que marque, on veut comprendre justement quelle est la morale de cette histoire de marque. Et là, je vous ai simplement mis, c'est Ken Adams qui a un peu schématisé le fameux pitch Pixar. Si vous êtes familier avec Pixar, c'est toujours « Il était une fois ». Chaque jour, mais un jour, à cause de ça, jusqu'à ce que finalement, et depuis ce jour, là, c'est la morale. Et vous voyez que à cause de ça, il est x2 dans chaque Pixar, parce qu'en fait, on aime bien créer du rebond dans les difficultés. C'est justement ce qui tient en haleine votre auditeur, lecteur ou consommateur. Pour vous donner des exemples, beaucoup de marques se sont justement calées sur ces structures de storytelling. Il y a évidemment Airbnb. Ils avaient d'ailleurs fait même une conférence pour expliquer le behind the scenes de leur propre storytelling. Il est incarné, il est authentique. Simplement, ils ont su raconter leur histoire en suivant bien ce schéma. Donc, c'est le « Il était une fois » à San Francisco, 2 copains qui cherchent un endroit pour dormir, puis un 3e copain qui se joint à l'aventure. Ils ne trouvent pas de place parce qu'ils n'ont pas de moyens et ils se disent mais tiens, en fait, on pourrait simplement aller dormir sur le canapé de quelqu'un et lui donner un peu d'argent et comme ça, c'est vertueux. Et là, vous connaissez l'histoire, ils se lancent dans l'aventure entrepreneuriale, seulement plein de difficultés. Il ne trouve pas d'investisseurs, le 3e veut partir, finalement il revient, ils se remettent sur le marché, un des investisseurs se retire, ça fonctionne pas. Et avant de lâcher le modèle, ils se disent tiens, ici on demandait à un photographe professionnel de Brooklyn de prendre des belles photos des appartements pour donner envie. Donc là, ils se lancent à rencontrer les gens, prendre plein de photos chez eux et rendre en fait la plateforme vachement plus, qui donne plus envie. Et directement, le succès arrive. Et là, premier investisseur, 2e investisseur, il crée une équipe, il développe. Et aujourd'hui, voilà, c'est 10 millions en valuation. Donc, happy end avec nos 3 fondateurs. Et ça, c'est pour revenir, Mélanie, sur l'histoire de Headspace. Donc là, c'est le personal branding du fondateur. Hein, c'est pas le storytelling de marque. C'est Andy
Donc, Andy Puddicombe, qui a créé l'application, Andy aurait pu dire simplement « Aujourd'hui, je suis à la tête d'une des applications les plus bankable des États-Unis ». Non, lui, son storytelling, c'est je terminais mes études, je ne savais pas quoi faire de ma vie, je pars en sac à dos à la découverte du monde, j'arrive au Tibet, je visite un monastère et là, il a une révélation, il va quand même rester 10 ans comme moine au Tibet parce qu'en fait, la méditation prend en fait chez lui une force de frappe immense. Problème, il est seul, il est isolé et Andy a toujours été quelqu'un dans le partage, dans les rencontres et il se dit qu'il trouve ça un peu égoïste de garder cette révélation pour lui tout seul. Donc, Andy décide de rentrer à San Francisco. Donc là, c'est la solution. Et il développe l'application dans la Silicon Valley et aujourd'hui, il a intégré ce secret dans des millions de foyers et il permet de développer, grâce à cette application, du bien-être chez tout le monde, même au travail. Intéressant pour le personal branding, allez voir les conférences et aussi je crois que c'est Times qui a fait ou le New York Times, je me souviens plus, qui a fait une super interview de Andy. Il a tellement eu de media training qu'aujourd'hui, il incarne son produit, c'est-à-dire qu'avant chaque interview, on le voit qui demande aux journalistes de faire une pause méditative. Après la pause méditative, il se lance dans l'interview et en fait, il est, lui, le produit. Alors après, la question, qu'est-ce qui se passe si demain Andy Puddicombe quitte Headspace ? En réalité, Apple continue sans Steve Jobs. Donc, je pense qu'à partir du moment où le storytelling de marque, en 2 temps, a été aussi très développé, au bout d'un moment, on peut aussi se dissocier de son fondateur. Et pour terminer, je vous partage le kit du storyteller. Alors, je ne vais pas pouvoir aller trop loin dedans, mais c'est déjà une première base. Qu'est-ce qui fait qu'on crée un bon storytelling ? Alors, les 4 piliers de gagnants que moi j'identifie, en tout cas dans mon travail avec le storytelling de marque. Et la première marche, c'est croire en la beauté de sa mission. Alors, ça peut paraître assez cliché, c'est pourtant assez fondamental. Les marques avec lesquelles on a le plus de mal de développer un storytelling à impact, c'est en fait les marques qui sont incarnées par des équipes ou en tout cas un incarnant qui ne croit pas tant à la mission, mais plutôt en ce que ça va générer. Il faut vraiment croire en ce qu'on porte. En personal branding, évidemment, encore plus, mais ça, a priori, c'est déjà un peu plus simple parce que cette mission, vous allez la porter, c'est le why. Et on a beaucoup de non-verbal et de ce qui sort du storytelling, c'est aussi ce qu'on dégage. Et quand on croit en ce qu'on porte, il y a quelque chose qui nous dépasse et qui se transmet encore plus facilement à travers des communications écrites, orales, etc. Singularité, je vous en ai un peu parlé, mais on veut plus de discours lisses. On n'a pas envie de voir de la surface. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de la singularité. Et je dis toujours qu'il y a de l'extraordinaire dans la banalité, parce qu'on a tendance à croire que c'est en racontant des histoires démentielles qu'on va aller attirer les foules. Sachez que le plus efficace, c'est souvent des anecdotes banales. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai mis, non. Je vous l'enverrai si ça vous intéresse, mais la plus grande conférence de Steve Jobs, c'était un peu avant sa mort. Et en fait, c'était un discours sur 3 petites anecdotes de sa vie. La maladie, l'amour, les études. Et en fait, c'est la conférence qu'il a faite qui a le plus performé. Et c'est pour vous dire... C'est pour vous dire que, en fait, l'anecdotique, la simplicité et la banalité sont extrêmement puissantes en storytelling et que c'est mieux en plus de s'aligner avec ça, parce que c'est plus nous, que d'aller chercher des aventures complètement dingues que parfois on a tendance à exagérer. Et d'ailleurs, j'aimerais rappeler qu'un des livres les plus vendus en France a quand même été Madame Bovary, qui est l'histoire d'une femme qui s'ennuie tout au long du livre. Donc, c'est pour vous dire que parfois, il n'y a pas besoin d'aller faire des aventures complètement folles. Le rythme, ça, c'est plus dans votre style. Quand vous allez créer un texte, que ce soit un pitch, que ce soit un discours de marque, il faut vraiment aller chercher du rythme. Ça va jouer, je vais vous le mettre après, mais par des figures de style, de répétition, de mise en situation, etc., du rythme sonore. Parce qu'en fait, un bon storytelling, c'est une partition de musique.
Et vous vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a même parfois sur des landing pages, des manifestos, des publicités où en fait, quand vous retirez le script et que vous l'analysez, c'est extrêmement rythmé, ça sonne, c'est une musique. Et la particularité d'une musique, c'est qu'on s'en souvient parce que ça crée des refrains. Pour reparler encore de Martin Luther King, son magnifique discours I Have a Dream, si vous l'analysez sur texte, vous pouvez le trouver en ligne. C'est des répétitions, il y a du refrain 2 fois. Et en fait, c'est carrément un hymne à la liberté. Et c'est pareil pour les marques et c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Et enfin, la cohérence. Ça, c'est un des plus gros des piliers quand on est éditeur, mais qui s'applique aussi en storytelling. C'est aller chercher la cohérence fond, forme, mais aussi globale. Et en personal branding, on dit de ne jamais mentir, de ne jamais exagérer, parce qu'en réalité, la cohérence, c'est ce qui permet l'alignement et c'est ce qui permet de gagner sa confiance avec son auditeur, son auditrice, son public. Et de toute façon, à l'ère des réseaux sociaux, on peut aller chercher n'importe quelle info, donc n'allez pas mentir parce qu'on pourra toujours aller récupérer la vérité plus tard. Voilà, ça c'est mon petit pack pour vous. Simplicité, ça c'est dans l'écriture aussi. Même en édition, sur manuscrit, ce qu'on faisait le plus chez Gallimard, c'était de simplifier les propos de nos auteurs. C'est-à-dire que des manuscrits bruts, on va toujours couper au minimum 10 à 30% de la matière. On sculpte dans un texte. C'est exactement pareil si demain vous vous lancez sur LinkedIn, si vous voulez créer du storytelling de marque, on a tendance à en dire trop. Et en fait, comme disait Stephen King, kill your darlings. Il faut savoir se défaire de parties de texte. C'est une des parties les plus compliquées. Et pour cela, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de toujours laisser dormir un texte, se remettre dessus le lendemain, demander aussi des avis extérieurs parce que parfois ça fait mal, mais en tout cas, avoir des avis extérieurs sur son texte permet d'aller couper des parties qui ne sont non essentielles. Parce que le plus difficile, c'est d'arriver à un produit simple. Et je vous conseille Milan Kundera en lecture, qui est un des plus grands écrivains de son époque et qui écrit d'une manière simple pour dire des choses extrêmement complexes. Et en fait, c'est ce qui a fait de lui un auteur à succès et c'est ce qu'on cherche constamment, nous, chez nos écrivains, mais aussi aujourd'hui dans le storytelling de marque. J'ai une mini question, Laureline, pardon, excuse-moi, je peux te la poser? Oui, bien sûr. Concernant ça, du coup, dans la rédaction web qui aussi fait écho au storytelling et tout ça, par rapport au nombre de mots, on recommande des phrases de moins de 20 mots. Ouais. Moi, j'ai tendance à m'étaler, tu vois, avec un petit truc un peu littéraire et tout, et je brode, machin. Ouais. Du coup, c'est un vrai exercice de couper et d'arriver à des phrases de 20 mots. Est-ce que cette espèce de prorata, il te parle ou est-ce que ou en storytelling, on peut s'accorder plus de marge de manœuvre? Ouais, j'ai toujours du mal avec les chiffres alliés aux mots, mais après, Oui, ça peut bien sûr. donner une structure. Donc ça, c'est intéressant parce que ça, c'est vraiment la première difficulté qu'on a en copywriting, c'est justement d'aller à l'essentiel. Donc ça peut déjà t'aider à effectivement te dire, là, c'est trop long. Nous, d'un point de vue plus éditorial, on parlait aussi en termes de virgule. Jamais plus de virgule dans une phrase. Ok. Proust, c'est vraiment l'exception en littérature. Je veux dire, il n'y a pas de Proust dans les auteurs à succès. Et en fait, même en rédaction web, l'exercice que je donne souvent à faire, c'est ce sera après, c'est de lire vos textes à l'oral. Parce que lire un texte, bon, déjà, ça va faire ressortir le rythme, la couleur de vos mots, la couleur du texte, etc. Mais aussi, si tu n'as plus de respiration, super analyse, c'est que de toute façon, ta phrase, elle est trop longue. Et en fait, quand c'est trop long, tu perds ton lectorat. Oui. Parce que sur la rédaction web, moi, rapidement, c'est le fameux 8 secondes, je swipe parce que c'est trop long. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je sais pas. Bon, je passe, tu vois. C'est dommage. Et en même temps, c'est aussi un exercice de style. Réussir à aller à l'essentiel. Donc, relis tes phrases à l'oral. Tu vas toi-même l'entendre quand c'est trop long, trop lourd. Tu vas recouper. Et en général, moi, quand je trouve trop long, je dis, on met un point, on repart. Si tu as 2 idées dans une phrase, parfois, ça vaut le coup de faire 2 phrases. Clairement. Voilà. Okay. Et de scander. Et en plus, ça rejoint justement trouver un rythme juste et musical. Hop,
trouver un rythme juste et musical, justement, plus tu vas créer un rythme qui est, couper en fait les phrases, avoir un rythme un peu plus saccadé, comme on dit, c'est ce qui va créer le rythme. Punchy, ouais. Ouais, exactement. Punchy. Merci. Privilégier les mots qui éveillent les sens et choisir ces mots, ça c'est parce que je me rends compte qu'on n'en parle pas beaucoup en fait en storytelling. Votre cerveau fonctionne avec des zones sensorielles, c'est-à-dire que sur un texte, on essaie toujours d'aller au moins déclencher 2 sens sur 5. Donc, par exemple, si je vous dis que je bois le matin, c'est très moche, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Je bois un café, je prépare un café qui embaume ma cuisine et qu'un rayon de soleil vient chauffer ma peau. En fait, vous sentez et vous pouvez ressentir aussi la chaleur. Et en fait, ça, c'est ce qui permet de connecter assez rapidement avec votre audience. Et du coup, je sais pas si j'entends des... Ah non, pardon, je crois que c'était une question. Et du coup, c'est ce qui permet justement d'aller connecter. Donc, à chaque fois que vous écrivez un texte, essayez vraiment d'aller développer ces sens. C'est ce qui fait qu'en tant qu'humain, on va vivre une histoire avec vous. Alors ensuite aussi sur les mots, j'ai mis de choisir ces mots parce que si vous êtes dans des domaines techniques, notamment dans tout ce qui est product, ce qui peut casser un storytelling, c'est quand on utilise un langage qui est excluant. On dit qu'un bon storytelling peut être compris par un enfant de 7 ans. Et ça, c'est super important. C'est pas parce qu'on travaille dans la tech qu'il faut forcément aller utiliser des vocabulaires qui s'adressent uniquement à des gens qui travaillent dans la tech. Sauf si vous me dites, moi, j'ai un service qui ne cible que ces gens-là. Il faut toujours s'adapter au plus grand nombre. Donc, on évite les termes anglo-saxons. Ça, dans la Startup Nation, on en sait quelque chose. C'est excluant. Et en plus, ça permet d'éviter d'exclure une partie de son public. Alors, j'ai peut-être par contre une question / remarque là-dessus. Ouais. C'est que justement, quand on travaille sur un sujet et qu'on a des personas assez spécialisés, Ouais. au contraire, ne pas utiliser un terme ultra spécifique. Je pense que ça va parler à Mélanie, mais moi, par exemple, je travaille avec des produits à destination, par exemple, de pharmaciens cliniques ou en officine. Et quand on n'utilise pas exactement le bon mot, pareil pour un Ouais. médecin, on les perd aussi complètement. Ah oui, eh bien, c'est pour ça que je dis, sauf si vous me dites que vous adressez à un public qui est complètement dans cette zone. Mais tu vois, par exemple, moi, je travaillais sur une application, je ne travaille pas, mais j'accompagnais une application qui crée son storytelling et leurs premiers écrits, leur premier storytelling, justement, il y avait tous ces termes assez techniques qui parlaient aux équipes, qui parlaient aux personnes, mais pas à leurs personas, qui, eux, ne sont pas, qui sont pas internes à ce produit. Mais si toi, ton produit, justement, soit tu t'adresses à des équipes internes, donc ça, c'est storytelling en communication interne, ou que ton persona est justement technique et tu vas aller le cibler, tu peux y aller. Mais même dans ces cas-là, pas obligé d'en mettre trop. Parce qu'en fait, le storytelling, tu sais, on avait un expert comptable qui nous disait que même avec des Excel de chiffres, tu peux créer un storytelling avec des mots. Et c'est justement tout le principe. Mais oui, complètement. Si ton public cible est expert et technique, tu peux aussi en mettre pour montrer qu'il y a une forme d'appartenance à ton univers. Merci. Le rythme juste et musical, ça va parler, c'est ce que je vous disais tout à l'heure de créer une partition de musique, c'est les figures de répétition. Par exemple, dans tous les pitchs les plus reconnus, vous avez dû voir l'anaphore, c'est des répétitions en début de phrase. C'est très fort parce que déjà, ça va structurer votre texte et ça va lui donner un rythme général. Ce qui veut dire que moi, si je l'écoute, je me laisse embarquer dedans. Et en fait, ça, c'est un peu la phase 2 dans un travail de storytelling, c'est d'aller travailler la matière éditoriale. Et ça va se travailler notamment, je vous l'ai mis juste après, je crois, voilà, par l'exercice du gueuloir, qui est le fameux exercice de Flaubert. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, mais en gros, il écrivait une partie de son texte et il partait dans une pièce qu'il avait appelée le gueuloir parce que il gueulait ses textes jusqu'à entendre les rythmes qui manquaient, les répétitions inutiles, les sonorités qui étaient moches, couper ces phrases qui étaient trop longues et repartir écrire.
C'est devenu en fait un exercice de style qui est fait par beaucoup d'auteurs, mais aussi de storytellers. Et pour l'anecdote, une grande agence de publicité new-yorkaise a créé une salle qui s'appelle en français le gueuloir, où en gros les publicistes vont gueuler leur slogan jusqu'à avoir le slogan parfait, parce qu'en fait, l'oralité et l'écriture sont intimement liées. L'un ne va pas sans l'autre, et en fait, c'est ce qui va vous aider à constamment entendre les dysfonctionnements, comment vous pouvez ajouter de la matière, comment vous pouvez en couper. Et en fait, il faut toujours dire ces textes à l'oral, les réécrire, les dire, les réécrire. Et idem, si vous préparez un pitch oral, évidemment, ça va passer aussi par de l'écrit pour justement bien structurer son oralité. Voilà, je suis allée au bout, j'ai accéléré parce que je n'avais pas vu l'heure, mais maintenant, moi, je vais arrêter le partage. Et eh bien, je suis là aussi pour prendre vos questions, savoir si vous avez des rebonds, des commentaires à me faire, si c'était clair. Et voilà. C'était super clair, merci. Moi, j'ai juste une question. Justement, t'as terminé sur un exercice pratique, mais est-ce qu'il y a d'autres procédés pour tester le discours? Peut-être la PM en moi, mais pour faire des itérations, C'est super important de tester son écrit. Et alors, il y a plein de manières de le faire. Moi, déjà, j'ai tendance à dire l'editing, c'est-à-dire la partie, il y a un premier jet. Donc déjà, c'est penser qu'est-ce qu'on va faire comme storytelling. Ensuite, le jet où on se lance dans l'écriture et la formalisation de son texte. Et après, il y a cette partie editing qui est essentielle et qui est trop souvent mise de côté. C'est le retravail du texte pour l'améliorer. Si toi, demain, tu crées, je sais pas, un storytelling en test pour une application ou une marque, moi, j'adore avoir des bêta-testeurs. D'ailleurs, je suis souvent bêta-testeur de plein de marques. Il y a des groupes de bêta-testeurs et il faut que tu ailles chercher justement des bêta-testeurs qui sont quand même ta cible et avoir un peu leurs remarques. Est-ce qu'ils ont été touchés? Est-ce qu'ils comprennent le message le plus important? Qu'est-ce qui changerait, qu'est-ce qui ferait autrement et ce qui, toi, va t'aider justement à affiner petit à petit ton texte. Attention quand même qu'au bout d'un moment, quand on a trop d'avis, on n'a plus d'avis parce qu'après, ça part dans tous les sens. On ne pourra jamais, il faut que toi aussi, tu sois aligné avec ton discours et que tu prennes vraiment les feedbacks qui sont essentiels, qui vont se recouper pour un peu l'affiner. Nous, on adore travailler en binôme, en storytelling. On est on est quand même souvent éditeur de quelqu'un, mais du coup aussi édité par quelqu'un. Toujours un regard extérieur sur son texte. Et moi, je laisse souvent reposer les textes que je crée, même plusieurs jours. Et quand je les redis ou relis plusieurs jours après, j'ai souvent des textes où je suis pas super à l'aise en les disant, c'est-à-dire qu'en fait, je suis pas encore alignée avec, et du coup, je les reprends. Et ça, c'est assez long, hein, cette partie. En tout cas, moi, je vous recommande de prendre ce temps parce qu'un texte, il est quand même vivant et c'est rare qu'il soit parfait du premier coup. Il est d'ailleurs jamais parfait du premier coup. Et cette partie d'édition, c'est la partie la plus longue chez les écrivains, mais aussi chez les storytellers. Et tu peux trouver des groupes. Moi, j'évite de donner les textes aux proches ou d'aller sur les proches parce que parfois, c'est un peu biaisé et j'aime bien avoir des retours qui sont sincères. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Est-ce que il y a des livres justement recommandés sur le long terme, voilà. Sur le storytelling ou sur... j'ai plein de livres à te recommander, mais... Donc, J'en ai quelques-uns en tête, parce que bon, on trouve tout sur le web maintenant. ouais. Mais voilà, ma question c'était, voilà, est-ce qu'il y a, on va dire, 3 références vraiment recommandées? Alors, il y a le fameux, justement, Stephen King. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il a fait un livre sur le process d'écriture qui est devenu un peu un classique chez les copywriters. C'est assez brillant. Ça ressemble pas à du Stephen King traditionnel. En fait, il a analysé c'était quoi bien écrire. Et justement, c'est de là que sont sorties beaucoup de ces citations, Kill Your Darlings, Edit is Divine, parce qu'en fait, il explique le processus d'écriture. Alors, attendez, je vais regarder la référence exacte. Vous pouvez le trouver en français. Et lui, je le donne à chaque fois.
Parce que vraiment, d'ailleurs, souvent quand tu parles avec des copywriters, même pas que américains, hein, ils vont toujours te parler de ce livre. C'est Pas Fairy écriture, Tail par hasard? Non, pas du tout. c'est on writing, ou alors en français, c'est écriture. Tenez, je vous le mets là. Hop, je vous le mets dans le chat. Ah, parfait. Hop, donc c'est ça. Et en français, c'est écriture. Ça, c'est vraiment une référence et c'est presque quasiment, il y a des parties du livre qui font partie des fondamentaux en copywriting, comment on édite un texte, comment on fait une idéation, etc. Après, moi, j'adore, bon, alors c'est un autre style, hein, mais Marguerite Duras, elle a écrit un livre qui s'appelle Écrire, qui est vraiment intéressant. Alors, c'est un peu plus littéraire, mais on voit aussi son process à elle, en tant qu'autrice, des difficultés de se lancer dans l'écriture et justement, encore une fois, de l'editing. Qu'est-ce que c'est l'editing? Voilà. Là, attendez, j'en ai plein. Du coup, je ne vais pas vous mettre tout Moi, je me suis peut-être. fait avoir, on m'a fait acheter ça. Est-ce que c'est bien? Ah, Peut-être que ça se vaut C'est aussi. une storytelleuse j'ai reçu une newsletter, machin, et là, du coup, je sais pas si, pardon, c'est très mal. Seth Godin, tous les marketeurs sont des menteurs, donc Je ne l'ai barrés. pas lu. Tu l'as Donc, pas lu? je veux bien ton feedback quand tu l'auras lu. Bah, j'en suis à la page 20, donc ce sera un feedback pas très étayé. Mais en fait, ben, juste le pitch, en gros, le mec, il avait commencé par écrire, du coup, tous les marketeurs sont des menteurs. Il avait fini ce bouquin. Et du Ouais. coup, il a publié sa correction. Donc, en fait, il fait son propre mea culpa sur justement les techniques de vente, marketing, machin et tout. Donc, c'était déjà assez bien, enfin, séduisant dans l'accroche du départ. Donc, ça Ouais. part bien. Je ne sais pas si j'écrirai la ref comme ça et je te dirai Ah si. bah ouais. Ouais, Ouais, carrément. ouais, et puis il est recommandé, après je ne connais pas ce monsieur, hein, Seth Godin, mais il est apparemment recommandé comme un pape du domaine. Donc, a priori, voilà, c'est quand même une belle ref. Bah vas-y. On le note aussi. Yes. Trop bien. Et attends, j'avais aussi mis un autre livre que je voulais voir. Ah oui, alors un autre style aussi, mais si vous aimez bien lire et que vous voulez lire sur aussi et apprendre sur l'écriture, un de mes auteurs préférés, Dany Laferrière, je ne sais pas si vous le connaissez. Ah, je l'adore. Et il a écrit un livre qui s'appelle... Attends, c'est quoi? C'est Pyjama... Attends, les auteurs en pyjama, attends, c'est quoi? Et en fait, c'est génial parce qu'il partage complètement son process d'écriture et il donne des conseils aux ceux qui se lancent dans l'écrit. Et bah évidemment, c'est déjà très bien écrit. C'est le journal d'un écrivain en pyjama. Voilà, je vous le mets. Voilà. Et bon, ça fait déjà pas mal. Évidemment, sur le why, hein, il y a le livre quand même de Simone Séné. ouais, je sais pas si vous l'avez lu. Moi, j'ai trouvé qu'il était quand même Oui. plutôt clair et bien. Voilà, ça vous fait déjà une petite bibliothèque. Ah si, exercice de style Celui-là, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Il est vraiment bien. Enfin, moi, je trouve qu'il est très clair. Ça Ouais. remet aussi un peu, ça remet le cap sur qu'est-ce que le why. Et exercice de style de Raymond Queneau, ça va vous montrer. Ah, tu connais Judith? Ouais, j'adore. Comment on écrit à la manière d'eux. Oui. Je l'avais lu en prépa, c'était fou. C'est faux, parce que c'est une même histoire qu'il va réécrire alors je ne sais plus combien de fois il l'a réécrit, mais vraiment beaucoup, de manière différente. Et vous, c'est intéressant de voir comment une même situation peut prendre différentes formes selon différents styles. Et ça, c'est ce qui s'appelle une gymnastique de style. C'est très important pour prendre un peu la main en storytelling. Voilà, mes recos. Avant d'écrire ton propre bouquin. Voilà, J'ai exactement. une question qui concerne le script vidéo parce que souvent ça se rejoint beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est possible d'avoir un petit mot là-dessus Sur comment en tu termes de crées pratico-pratique? Ouais, alors là, c'est quand même vraiment particulier, hein, tout ce qui est scénario, script de vidéo, parce que tu écris de manière visuelle et assez pragmatique. Bien, salut Judith, merci. Là, c'est carrément presque un autre cours parce que script de vidéo, c'est plus du tout dans du branding. On a des scénaristes qui bossent avec nous sur Hero et c'est pas du tout la même écriture. D'ailleurs, Duras, quand elle s'est mise à écrire des films,
c'est parce qu'elle avait elle-même une écriture qui était très visuelle, justement, donc extrêmement sensorielle, une description des images. C'est presque comme si tu avais la caméra qui faisait un plan séquence de tout ce qui se passe. Et du coup, c'est très sectionné, c'est beaucoup, mais c'est un bon exercice aussi pour apprendre le séquençage storytelling, c'est-à-dire aller à l'essentiel pour expliquer une situation brute, mais c'est pas pareil. Donc, limite, je pense que là, c'est un autre cours. Je préférais te recommander un scénariste. D'accord. Que moi. Ah, Et, ces et ça, livres, pardon. pardon. Ouais, non, mais juste pour rebondir sur la vidéo, même pour une vidéo très courte de présentation du produit de Launching. Ok, donc un peu un script de, par exemple, toi qui présentes la vidéo, le produit sur lequel tu ouais. travailles. Mhm. Eh bien, en réalité, ça, c'est la surface d'un storytelling de fond. Parce qu'en gros, vous, tout ce storytelling que vous allez créer, ça va être un peu l'ADN et la matière brute qui ensuite va prendre forme sur des réseaux sociaux, sur des vidéos, Mhm. etc. Déjà, qui est l'incarnant qui va incarner cette vidéo? Du coup, est-ce qu'on met du jeu ou pas? Enfin, tu sais, t'as plein de questions qui vont se tirer comme ça. Et ensuite, en réalité, ta vidéo, ce pitch de produit, elle doit vraiment suivre les codes du storytelling central. Donc, est-ce que ton ADN, elle était plutôt sur l'humour ou les cordes sensibles? Ça va se ressentir dans ta vidéo, dans la manière où tu vas l'amener. Ton why, ta raison d'être, doit automatiquement être visible dans cette vidéo, sans forcément dire notre raison d'être, c'est, mais dans la manière où tu vas amener ton message, on va l'entendre. Donc, en fait, c'est vraiment le fond qui remonte à la surface. D'accord. Et ça, vous pouvez regarder, moi je trouve ça toujours intéressant d'aller regarder les présentations de produits de plein de boîtes qui sont réputées en storytelling et de voir justement quelle approche ils ont et de quelle manière ils les mettent en avant. Et vous, de voir à quel point c'est aligné avec toutes les autres communications. Et moi, ce que je Tu fais, aurais c'est des pas... exemples? Moi, souvent, je fais des analyses plus parce qu'on a beaucoup de cours en ce moment sur le storytelling interne. C'est en train de devenir un gros sujet. Donc, comment les entreprises arrivent à faire de leurs employés des ambassadeurs qui eux-mêmes incarnent le storytelling de marque? C'est pas simple. Et du coup, là, récemment, j'ai pris Vendredi. Je sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise, une start-up maintenant qui a quand même beaucoup grossi et qui travaille sur des enjeux sociaux. Et en gros, ils ont fait un énorme travail justement de storytelling interne. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder leur site. C'est quoi leur why, lire un peu, ils n'ont pas de manifesto, mais ils ont un peu leur raison d'être. Et ensuite, je suis allée voir les réseaux sociaux, comment ils le déclinent sur Instagram et LinkedIn. Je suis allée voir les posts ensuite des salariés du fondateur. Après, j'ai commencé à regarder leurs events. Et en fait, tu te rends compte que tout est complètement conjugué et que ça fonctionne bien. Parfois, tu as des marques où, au contraire, tu vas dire « Ah, trop bizarre ». Tu vois, genre là, leur présentation, ça n'a rien à voir avec la tonalité de ce qu'on a pu lire sur le site. Ça veut dire qu'il y a un désalignement sur la stratégie de marque générale. Et franchement, sur les exemples, je vous le dis beaucoup, mais parce que c'est une référence et qui complète, c'est Headspace. Allez vous promener, allez regarder leur site, mettez l'application, c'est gratuit. Moi, je l'ai en gratuit en tout cas. Et ensuite, regardez, allez voir les conférences du fondateur, allez voir les LinkedIn des employés, allez voir les communications sur les réseaux sociaux et regardez un peu justement comment ils l'ont décliné. On devient un bon storyteller quand on sait analyser justement les bonnes entreprises. Ouais, ok. Super, Patagonia merci. aussi. Patagonia. Loom, Ouais. Loom aussi, tiens. Loom, entreprise française super forte en storytelling. Je vous l'ai mise. Alors, j'ai une question par rapport à ce que vous dites. Donc, en fait, le côté pratico-pratique, c'est vraiment une analyse individuelle, en fait, De comment ça? du storytelling. Il n'y a pas vraiment de références recommandées sur tous les différents types de formes de storytelling. En C'est fait, vraiment, là, les piliers que j'ai donnés, c'est des piliers qui sont utilisés par les marques. Après, évidemment, la forme que ça va prendre va être différente pour chaque marque. Parce qu'elles vont toutes avoir une fibre émotionnelle différente, une raison d'être différente, un public différent, et puis des équipes différentes. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est quand vous analysez des entreprises pour comprendre les storytelling, c'est justement de comprendre les piliers, comment ils ont été activés,
et de voir justement toutes les différentes prises en main, mais des entreprises à succès, c'est des entreprises qui ont mis tous ces piliers en place. D'accord. Merci. Je t'en prie. Voilà. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Je vais vous envoyer la presse. Enfin, je vais te l'envoyer, Déby, comme ça tu pourras. Pas de souci. Pas d'autres questions? C'était clair tout de votre côté? Ça va? Très clair, merci. Merci pour la présentation. C'était très bien didactique, bien fait. Ah bah, merci, Merci tant mieux. beaucoup. Merci à Et vous bravo. toutes. Et merci Déby pour l'invitation. Merci à toi. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire avec plaisir. Et puis, dans tous les cas, moi, je vais envoyer à Déby la présentation. Comme ça, vous aurez les liens et vous pourrez vous replonger dedans. En tout cas, merci pour votre participation. J'espère que ça vous a vraiment plu. Donc, on vous transmettra donc les informations pour continuer la suite dans votre travail de storytelling et puis vous retrouver éventuellement pour un autre événement LinkedIn. D'accord. Ok. Merci Ok. beaucoup. Merci Super, beaucoup. merci Bonne beaucoup. journée tout le Salut monde. tout le Merci. monde. Bye bye. Au revoir. Bye. Au revoir.